Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur l'entretien accordé dimanche par Pape Ndiaye au journal Le Parisien. Vous revenez notamment sur la question des inégalités scolaires. Oui, car cette formule qui appartient au lexique officiel de la technocratie scolaire s'impose à nous comme si elle allait de soi et qu'il fallait la répéter comme un mantra, presque comme une prière. Et qu'on se comprenne bien, en un sens, elle va de soi. Il va de soi que l'école doit donner à tous, quelle que soit leur naissance, accès au savoir, à la culture, au patrimoine spirituel et philosophique de l'humanité, qu'elle a pour fonction de conserver et de transmettre. Il va de soi aussi qu'elle doit se donner les moyens de rendre ce savoir accessible à tous, et particulièrement plus modestes, qui n'y auront pas accès autrement, et qui voient, ou du moins devraient voir dans l'école, l'instrument privilégié de ce qu'on appelle la méritocratie républicaine. Mais ce qu'on tend à oublier, c'est à quel point l'école a été anéantie par une conception pervertie de l'égalité, ou plutôt de l'égalitarisme, depuis une cinquantaine d'années. Revenons aux origines de la présente crise. Retournons un instant mentalement dans les années 60 et 70, au temps du marxisme hégémonique. Mon père, qui était professeur et qui la subissait, parlait alors de marxophrénie. La gauche radicale de l'époque a voulu faire de l'école un champ de bataille dans la poursuite de la révolution. Elle s'était convaincue d'une idée étrange. Plutôt que de donner à tous la possibilité d'accéder à ce qu'elle appelait de plus en plus la culture bourgeoise, il fallait déconstruire cette dernière, l'anéantir même, car à travers elle se jouaient certains privilèges de classe qu'il faudrait abolir pour construire une société égalitaire. On retrouvait là la trace de la sociologie bourdieusienne, véritable arme de destruction massive contre l'école. J'en rappelle l'essentiel. Le savoir ne serait qu'un instrument de domination sociale au profit des dominants. Il fallait désormais déclasser les humanités pour permettre l'émancipation des classes populaires. On trouve là les origines de ce qu'on a appelé de manière un peu convenue mais fort bien vue, le nivellement par le bas. Louis Pauwels, le fondateur du Figaro Magazine, avait cette formule amusante et piquante lorsqu'il faisait le procès du socialisme. Mieux vaut être inégalement riche qu'également pauvre. On pourrait la reformuler. Mieux vaut être inégalement cultivé qu'également inculte. L'école des dernières décennies a cru exactement le contraire. Alors, on commence à vous connaître, Mathieu. Je devine que, selon votre lecture, ce processus de nivellement, de déconstruction ne s'est pas arrêté là. Très juste. Vous devinez bien. Ce procès de l'école, je l'ai dit, était un procès contre la culture. Et le procès s'est radicalisé au rythme où le marxisme connaissait sa mue multiculturaliste. L'intelligentsia s'est convaincue que cette culture était fondamentalement toxique. Elle serait raciste, xénophobe, homophobe, transphobe, et les phobies, naturellement, se sont multipliées au fur et à mesure où on les inventait en croyant les découvrir. La culture serait finalement le masque du patriarcat blanc hétérosexiste. Dès lors, il ne fallait plus la transmettre. Il fallait plus exactement interrompre le processus de transmission culturelle. On parle pour cela d'une crise de la transmission. À l'université, la déconstruction s'est imposée comme programme. Il fallait cesser d'admirer les grandes œuvres pour apprendre à les humilier, en montrant comment les plus grands esprits étaient en fait des nains de la pensée. On pourrait à bon droit y voir une forme d'hypnose nihiliste, permettant à des universitaires médiocres de faire carrière en sabotant l'institution qui assurait pourtant leur légitimité. Ces gens-là goûtent à l'ivresse de la destruction. On en a retrouvé plusieurs en sociologie et encore plus dans les nouveaux domaines d'études d'importation américaine que sont les studies, censés éclairer le monde à partir des marges au nom du combat pour la diversité, entre guillemets. À l'école, ce nihilisme se muait en utopisme un peu bête. L'enfant, n'ayant pas encore subi l'empreinte de la civilisation, il portait la promesse d'un monde renouvelé, engendré à partir de sa conscience virginale. L'école devenait le laboratoire du monde nouveau. Une pédagogie nouvelle s'est imposée. Elle misait sur la construction par l'élève de son propre savoir au nom de son autonomie. Sa relation avec le professeur devait devenir de plus en plus égalitaire. On a même cessé pendant un temps de parler de l'élève pour parler de l'apprenant et même du s'apprenant. Dans sa forme extrême, cette idéologie a pris le nom du socio-constructivisme. Elle a laissé des traces quand on parle de l'école du futur aujourd'hui et qu'on espère voir la technologie prendre le relais de la culture générale. Puisque toute la culture du monde serait disponible au bout de quelques clics sur Google, on s'inscrit dans cette démarche. L'école est un champ de ruines et cela à la grandeur du monde occidental. Évidemment, certaines écoles résistent à la manière d'oasis culturelle et on en trouve en France plus qu'ailleurs. Mais le rouleau compresseur se fait partout sentir et nul ne sait vraiment comment l'arrêter. Alors, comme disait l'autre, que faire, mon cher Mathieu? Est-ce que vous avez un conseil à donner? Si, j'en ai un. Il faudrait d'abord nommer Alain Finkielkraut ministre de l'Éducation nationale. Cela me semble être un conseil de salut public.
mais je crains qu'Élisabeth Borne ne le suive pas. À défaut de suivre mon conseil, je me contenterai de rappeler une magnifique formule du même Finkielkraut qui me hante depuis que je l'ai lu. On ne pense pas par soi-même de soi-même. Autrement dit, la liberté se conquiert au contact des œuvres. Oui, on ne pense pas par soi-même de soi-même. Je crains hélas que dans notre époque qui survalorise l'authenticité, on ne puisse plus vraiment la comprendre. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. On vous retrouve demain matin, même heure, même endroit.